2 livres justement aujourd'hui que vous nous apportez et qui vous ont passionné, on va dire. 2 romans français qui viennent d'être traduits en anglais. Exactement, et vous savez que c'est très rare, hein. Il y a très peu de livres dans le paysage littéraire anglo-saxon qui sont des traductions. Pour vous donner un exemple, chaque année aux États-Unis, il n'y a que 3% des livres qui paraissent qui sont des traductions. Alors c'est très difficile de trouver des livres français qui viennent juste d'être traduits en anglais, mais vous me connaissez, je suis parfait, j'en ai trouvé 2 romans qui sont extrêmement différents mais qui sont assez intéressants parce que ça nous donne un aperçu en fait de l'évolution de la littérature française et ça nous dit aussi comment cette littérature est perçue à l'étranger. Alors on va commencer tout de suite avec le premier roman que j'ai apporté. C'est un roman d'Anne Wiazemski qui s'appelle Mon enfant de Berlin et qui est toujours disponible en poche chez Folio. Et vous me disiez, parce qu'on parle avant le journal, que ça se passe l'histoire à Berlin. Oui, mais alors ça reste un roman très français, hein, vous allez le voir. En fait, c'est une histoire d'amour, hein, un roman d'amour, un roman de femme héroïque avec les drames de l'histoire évidemment en toile de fond, puisque ça se passe entre 1944 et 1947. L'héroïne, elle s'appelle Claire, c'est une ambulancière de la Croix-Rouge française et elle va partir à Berlin avec les Alliés dans cette ville complètement dévastée pour sauver, pour secourir les blessés, pour secourir les prisonniers et puis aussi, vous savez, tous ces égarés de cette ville qui est évidemment en décomposition. En chemin, elle va se révéler, elle va larguer son fiancé et trouver l'amour, le prince charmant, littéralement, puisqu'il s'agit d'un officier français d'origine russe qui s'appelle le prince Via. Alors Wiazemski, c'est évidemment le nom de l'auteur, vous vous en doutez, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de ses grands-parents et de ses parents, et Mon enfant de Berlin, le titre du roman, c'est elle, c'est l'auteur, Anne Wiazemski, évidemment. Et vous parlez d'une bleuette à l'eau de rose, ça vous a agacé ce livre ? Oui, ça m'a un petit peu agacé parce que vous savez, c'est ce type de romans qui sont au pire en fait des romans familiaux et au mieux des romans familiaux et au pire en fait tout simplement des autofictions. On est vraiment dans le témoignage et je pense que c'est un roman en l'occurrence qui n'a pas beaucoup d'ambition littéraire. C'est un roman qui est pas très bien fait, pas très bien écrit non plus. Je dois vous avouer que je suis un petit peu navré qu'il représente la littérature française à l'étranger parce qu'on est vraiment dans le sensationnel. Vous savez qu'en fait le grand-père d'Anne Wiazemski c'est l'écrivain français François Mauriac et du coup on est un peu dans l'anecdote. Anne Wiazemski nous raconte ce type de petite anecdote sur François Mauriac. Je ne pense pas que ça puisse intéresser tout le monde. Et puis alors, dès lors que c'est en anglais, ça perd vraiment toute sa saveur. Et je ne suis pas le seul à être un petit peu agacé par ce type de littérature auto-centrée. Il y a un jeune écrivain français qui s'appelle Tristan Garcia et qui a vraiment fait la une en 2008 avec son premier roman qui s'appelle La meilleure part des hommes. Un roman complètement différent. Et on a retrouvé quelques images de Tristan Garcia parlant de ce roman qui vient juste de paraître en anglais. On va l'écouter. Tristan Garcia. C'est vrai que j'en avais un petit peu assez du lien qui se faisait depuis une dizaine d'années entre littérature et témoignage, et entre cette idée que pour faire un roman contemporain, il fallait engager sa propre expérience. Et j'avais vraiment envie de défendre le contraire, c'est-à-dire l'idée que la littérature, c'était essentiellement un exercice d'empathie. Et donc j'ai tenté de faire un livre, effectivement, sur une génération qui n'est absolument pas la mienne. Eh bien, parlez-nous, du livre de Tristan Garcia, La meilleure part des hommes, qui a reçu le prix de Flore. En 2008 et qui est désormais disponible effectivement en anglais dans la très prestigieuse maison d'édition Faber et Faber. Vous savez que c'est un livre qui fait un grand bruit en Angleterre, qui marche très bien et pour cause c'est un très bon roman, extrêmement ambitieux, extrêmement énergique, très audacieux et il le dit Tristan Garcia, là vous l'avez vu, vous avez vu également à quel point il est jeune. Il explique qu'il a voulu vraiment raconter l'histoire d'une génération qui n'est pas la sienne, la génération SIDA, c'est-à-dire les années 80-90 et moi j'ai trouvé absolument admirable cette façon de dépasser l'anecdote, d'entremêler en fait la sphère privée et la sphère publique, le personnel et le politique. Alors de quoi ça parle exactement ? C'est une histoire d'amour, donc une histoire de haine, comme tous les grands romans d'amour, ça parle de haine. En fait, c'est une journaliste à Libération qui raconte en fait les destins croisés entre trois personnalités, 3 hommes qui ont été proches d'elle et qui ont fait le débat intellectuel des années SIDA. Alors il y a un intellectuel de gauche et puis il y a un couple d'homosexuels qui se sont aimés mais qui vont se déchirer sous nos yeux en privé et en public. Un ancien gauchiste qui devient en fait un activiste contre le sida, qui ressemble beaucoup à Didier Lestrade, et puis un jeune révolté, un écrivain un peu maudit, qui lui ressemble beaucoup à Guillaume Dustan. Vous voyez, 2 personnalités qui sont assez célèbres et dont on peut retrouver les frasques sur Internet encore aujourd'hui. Et puis il y a des personnalités qui ont existé, qui sont évoquées, vous me disiez, dans ce roman. Tout à fait, ce sont 2 romans à clé en fait. La différence, c'est que le premier, d'Anne Wiazemski, il reste vraiment dans le personnel et dans le témoignage, tandis que l'autre, il embrasse une grande génération. Et moi, je trouve que c'est merveilleux d'avoir ce jeune auteur, Tristan Garcia, qui représente
une nouvelle vague de jeunes romanciers français qui font le pari de la fiction. Et c'est un texte absolument remarquable. Je suis fier qu'il soit publié en anglais, qui représente la France à l'étranger, La meilleure part des hommes de Tristan Garcia. Et vous nous rappelez l'autre livre également? Oui, moins important, Mon enfant de Berlin, d'Anne Wiazemski. On a compris. Merci Augustin Trapenard et à la semaine prochaine. Quand on aime les livres, on aime le cinéma? Sans doute. Sans doute, ça tombe bien. Dernière ligne droite avant les Oscars qui se tiendront dimanche à Hollywood. Parmi les favoris, The Social Network de David Fincher et Le discours d'un roi de Tom Hooper. Depuis des mois, les studios dépensent des millions en promotion pour s'attirer les votes des membres de l'Académie. Reportage à Los Angeles de Clément Massé et Baptiste Fenwick. La campagne pour les Oscars, ça ressemble à cela, des unes de magazines, des journaux qui débordent de publicités pleine page et même une actrice qui mène personnellement sa campagne parce qu'elle engage son propre argent. Melissa Leo, nominée dans la catégorie meilleur second rôle féminin dans The Fighter, suscite la controverse avec cette publicité pourtant très glamour. En campagne pour les Oscars, Hollywood dépense sans compter. Les Oscars, ce n'est pas juste la soirée du 27 février. C'est l'apogée d'une campagne de plusieurs mois. C'est une campagne politique qui finit par une élection. Une campagne pour les Oscars coûte en moyenne 3 millions de dollars, parfois plus. Pour les studios, l'enjeu est très simple. Les gens qui font ces films dépensent une fortune à faire campagne pour amener les acteurs, les réalisateurs, les films devant les électeurs potentiels. Une page de publicité comme celle-ci dans le New York Times est estimée à 50 000 $. C'est le prix à payer pour toucher les membres de l'Académie jusque sur la côte est américaine. Pour optimiser leur budget, certains studios repoussent la sortie de leurs films pour qu'elle coïncide avec la saison des récompenses. C'est le choix fait par la Fox avec Black Swan. Le film a été testé dès septembre dans des festivals où il a reçu un bon accueil de la profession. Résultat, 3 mois plus tard, 5 nominations aux Oscars. Le meilleur argument marketing possible pour la carrière d'un film. Une stratégie parfaite selon l'un des producteurs du film qui, lui, s'est focalisé sur les rencontres avec les membres de l'Académie. Il a ainsi pu juger de la popularité du film auprès des électeurs. Les impressions que je rassemble en allant à ces événements, c'est que les gens de l'Académie sont beaucoup plus branchés que ce que l'on dit. Ils sont parfaitement en phase avec ce qui est à la mode et ce qui ne l'est pas. On leur prête la réputation d'être un peu déphasés, mais pas du tout. La campagne marketing de la Fox pour les Oscars a permis à Black Swan d'engendrer plus de 18 millions de dollars de recettes le week-end de sa sortie à l'étranger, tout en se rapprochant du cap symbolique des 100 millions de dollars au box-office américain. Et voici maintenant l'essentiel de l'actualité à 9h51 à Paris. Au moins 640 morts en Libye selon la Fédération internationale.